Bonjour, on est le 18 novembre, enfin le 19, je m'excuse, le jeudi 19 novembre 2020. 2020, avec un temps qui semble un petit peu chargé, mais bon, à l'extérieur, on a toujours voilà, bien que le temps, la météo paraisse pas très bonne, mais à l'extérieur, quand vous sortez, ben, il fait pas très froid. Il fait pas très froid. Alors cette vidéo-ci va traiter tout simplement de la notion d'électrolyte. Alors, électrolyte, vous pouvez mettre un accent ici, bien sûr, sur le E, pour dire, voilà, on peut mettre un accent sur le E, mais pas nécessairement, parce qu'il est en majuscule. Alors, les électrolytes, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, il faut savoir ce que la substance, une substance, ou un corps, représente de la matière. C'est de la matière. Et que la matière est composée d'atomes, la matière est composée d'atomes. Et que cette matière-là a une particularité, c'est que elle peut se retrouver sur 3 états. Bien sûr, il y a l'état condensé, mais ici, je parle de 3 états les plus connus. Donc la matière peut se décliner en 3 états, 3 formes différentes, qui sont les solides, les liquides et les gaz. Donc elle peut se décliner, et donc en trois catégories, solides, liquides et gaz. Et vous comprendrez que on a une substance, mais 3 formes différentes. Donc on aura des propriétés dans ces états qui ne sont pas les mêmes en tant qu'état solide, état liquide et état gazeux, pour une même substance. Ils ont des propriétés en fonction de leur forme. Donc on distingue l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Alors dans le mot électrolyte, on entend le mot électro. Électro d'électrons, d'électricité. Donc l'étude des électrolytes, c'est de voir la conduction électrique. C'est de faire l'étude de la conduction électrique de la matière, de la substance ou du corps en présence, en fonction qu'il soit bien sûr solide, liquide ou gazeux. Bon. Alors, il faut, quand on parle de conduction, quand on parle d'électrolyte, donc fatalement de conduction, ici on a à voir avec ce qu'on a à faire à la conduction. Bon, la conduction dans les solides n'est pas la même que la conduction dans les liquides. La conduction solide n'a pas la même physionomie que la conduction dans les liquides. Bon, un gaz, pour qu'il soit conducteur, il faut l'ioniser. Il faut passer par l'ionisation du gaz. Sinon, le gaz, il est, on va dire, isolant. C'est un isolant, et pour qu'il soit conducteur, il faut l'ioniser. Bon, mais de toute façon, ici, je ne veux pas voir les gaz. Je vais étudier les liquides. Vous comprendrez que je vais étudier les liquides. Mais pour ça, il faut que je fasse une analogie avec les solides. Les solides, pour voir la conduction, ben, on prend une matière, on étudie sa conduction. Alors soit elle peut conduire l'électricité correctement, ou soit elle conduit pas bien l'électricité, ou pas du tout. Donc à ce moment-là, il faut distinguer entre différentes formes de conduction électrique pour les solides. On parlera de très bons conducteurs, de bons conducteurs,
de moyens conducteurs, de faibles conducteurs, de très faibles conducteurs. C'est-à-dire qu'on peut faire une gamme. Mais la gamme, on pourrait la faire comme on fait en statistique, de créer une panoplie, voilà, de gamme que l'on veut. Très bon conducteur, conducteur tout court, mauvais conducteur, très mauvais conducteur. Voilà, on pourrait faire des gammes comme ça. Bon, très bon, mauvais. Mais généralement, on fait pas ça. On fait que 3 gammes possibles. On n'a pris que 3 gammes possibles. La première gamme, ce sont les conducteurs. Et dans les conducteurs, on a des très bons conducteurs comme on a des bons conducteurs. Donc les conducteurs, bien sûr, on le voit grâce à la conduction. Hein. Grâce à la conduction et grâce voilà, à la propriété intrinsèque de conductivité du solide. Il y a ce qu'on appelle la conductivité, ou on peut même le voir par la résistivité ou la conductivité. Alors, on peut entrevoir ceux qui sont très mauvais conducteurs, ce qu'on appelle des isolants. Les isolants peuvent avoir leur utilité. Par exemple, si vous voulez ne pas faire justement passer, parfois on a envie de faire passer un courant électrique, mais on va chercher un conducteur. Mais parfois, on n'a pas envie que le courant passe, à ce moment on prend un isolant, du plastique, voilà, caoutchouc. Voilà, vous voulez enrober un conducteur électrique d'un isolant, comme ça vous ne vous faites pas électrocuter, vous pouvez toucher l'isolant, pour autant qu'il n'y a pas de fuite, bien sûr, de courant. Voilà, pour toucher l'isolant, vous ne vous ferez pas électrocuter parce que l'isolant ne conduit pas l'électricité. Ou si vous portez des bottes en caoutchouc, vous ne vous ferez pas électrocuter. Voilà. Donc on prend des isolants pour ne pas laisser passer le courant. Mais attention que parfois, s'il y a une très très grosse tension, ben, on peut arriver à faire conduire l'isolant. Hein. Voilà. Et entre les deux, on a ce qu'on appelle les semi-conducteurs. Parfois ils conduisent, parfois ils ne conduisent pas. Alors vous connaissez les lois des conducteurs. Donc je suis en train de traiter pour l'instant les solides. Voilà. Et puis je vais aborder les liquides, puisque l'électrolyte fait plus référence aux liquides, bien qu'on a des électrolytes solides parfois. Pour avoir des électrolytes solides, bah ici je vais parler des électrolytes liquides. Mais dans un premier temps, je vais voir d'abord les lois, la loi électrique sur comment passe le courant, voilà, au travers d'un circuit électrique. Voilà. Donc dans un circuit électrique, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un générateur électrique qui va créer des électrons ou, ou tout simplement une énergie électrique. On va créer des électrons, des charges électriques. Alors ici, je prends un circuit continu, c'est-à-dire que le signal, ou si vous voulez la tension est continue. Alors, on a une tension continue. Bon, la première des conditions, c'est qu'il faut que le circuit soit fermé. Ici, vous voyez qu'il est... Je vais l'ouvrir ici, donc il n'y a pas de courant qui passe. Il faut que des conditions pour qu'un courant circule. Hein.
je vais vous mettre les conditions. D'abord, je mets le circuit électrique. Voilà. Et ça, c'est la charge. Voilà, donc on met un interrupteur ici, à clapet, pour bloquer l'interrupteur. Une fois qu'on a appuyé dessus, ben, il va se bloquer. C'est un interrupteur, pas confondre avec un poussoir, un bouton poussoir. Un bouton poussoir, il va revenir avec un ressort. Ici, vous avez un système de blocage qui va venir bloquer l'interrupteur. On suppose que l'interrupteur est fonctionnel, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et qu'on a une pile qui va fournir une tension électrique continue. Et que cette pile est fonctionnelle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas déchargée et qu'elle n'est pas en court-circuit. Voilà. Donc il va fournir une tension en fonction du temps qui est plus ou moins continue, plus ou moins comme ceci. Mais bien sûr, c'est pas ça qui se passe parce que on a une résistance interne, on a des pertes de courant. Enfin, on a des chutes de tension, je m'excuse. Pour avoir une chute de tension, au niveau de la résistance, voilà, on n'a pas forcément une tension purement continue, comme on pourrait le croire, parce qu'il y a des résistances dans le circuit. Alors, donc on devrait avoir une tension continue. On a d'autres formes de tension, bien sûr, en électricité, beaucoup de formes de tension. Tant qu'on en veut, on peut créer toutes sortes de signaux d'entrée, et ça c'est ce qu'on appelle un circuit d'entrée. Hein. C'est l'entrée. L'entrée est formée bien sûr par une alimentation continue. Une alimentation qui va alimenter en énergie électrique, c'est-à-dire en charge électrique. Ça c'est le bloc d'alimentation pour lequel on va fournir une tension. Et si on ferme le circuit, pour l'instant il n'y a qu'une tension. On n'a qu'une tension électrique de présente, mais qui attend d'être utilisée. Qui attend d'être utilisée. C'est la tension UCC. Tension continue. J'aurais pu mettre UDC pour Direct Current. Là, on met un interrupteur que j'appelle I. Et là, bien sûr, une résistance R. Et bien sûr, ce qui va faire la connectique, c'est tout le câblage, le fil, tous les fils que vous avez pour aller de ce point-là à la résistance, de cette résistance au moins. Alors, l'alimentation est symbolisée par le générateur est symbolisé par deux barres, deux barres horizontales, une grosse petite et une grande mince. La grande mince c'est le pôle positif et l'autre c'est le pôle négatif. Donc on a toujours en continu deux pôles. On a toujours deux fils qui vont ramener le courant. Un pôle plus et un pôle négatif. Alors pour l'instant, il n'y a pas de courant de circulation. Les électrons sont voilà, au sein du générateur et ils n'attendent qu'à circuler. Alors ils circuleront dès le moment où vous fermez le circuit. Lorsque vous fermez le circuit, les électrons qui se retrouvent, enfin les électrons fabriqués par la pile, vont circuler au travers du circuit dans ce sens-là. Les électrons circulent du sens moins vers le plus. Ils circulent du sens moins vers le plus. Par contre, le sens du courant, il est conventionnel. Généralement, il va du plus vers le moins. Ben, c'est pas toujours vrai. On peut le prendre dans le sens inverse, puisqu'il est conventionnel. Le courant, c'est I. Oui, ici, je devrais appeler interrupteur pour éviter d'avoir un amalgame avec le I du courant. I, interrupteur et résistance. Voilà, et là, on vient de faire câbler un circuit électrique avec un bon câblage, tout est bien relié, tout est bien connecté. On a un générateur qui est fonctionnel, un interrupteur qui est fonctionnel, et une résistance qui est fonctionnelle. Tout est fonctionnel, bon, rien qui est défaillant, donc là, à ce moment-là, si vous fermez le circuit, tout va se passer correctement, et on va voir le passage d'un courant électrique I qui sera dépendant, bien sûr, de la dôme. I est égal à UCC sur R. On peut calculer la valeur de la résistance, et vous pouvez la mesurer en mettant, si vous voulez, ce qu'on appelle un appareil de mesure qui va mesurer le courant, qu'on appelle l'ampèremètre. L'ampèremètre qui se met en
série sur le circuit. En mettant un ampèremètre comme ceci, vous allez mesurer le courant de passage. Ici, c'est un petit courant. Vous allez utiliser ce qu'on appelle un galvanomètre qui va mesurer des petits courants. Des petits courants. Voilà. Et on sait mesurer le courant de passage, c'est-à-dire la quantité d'électrons qui va passer au travers de la résistance. Bon, il existe d'autres composants électriques. Bien sûr, j'aurais pu mettre un condensateur. Et là, vous avez une loi exponentielle. Alors que pour la résistance, on a une loi linéaire. Voilà. Et il existe beaucoup d'autres éléments conducteurs. Conducteurs tels que, voilà, la self. La self est un conducteur, ou là, ce qu'on appelle les bobines, ou les self d'induction. Les condensateurs sont des éléments aussi conducteurs, et on a les résistances qui sont des éléments conducteurs. Bon, bah à côté de ça, il y a des semi-conducteurs qui conduisent à certains moments, et pas d'autres, en fonction de conditions. Les semi-conducteurs sont les diodes, les transistors, les phototransistors, tout ce qui est phototransistors. On a les thyristors, les transistors, les transistors, il existe toute une panoplie, etc. Ouais, tous les composants semi-conducteurs, il y a toute une panoplie. C'est pas ça qui manque. Voilà. Donc là, vous venez de créer un circuit électrique. Au niveau solide, ça se passe comme ça. Donc on a la loi d'Ohm si vous mettez une résistance. Si vous mettez une résistance, vous avez la loi d'Ohm. Bien sûr, si vous mettez un condensateur, vous avez la loi sur les condensateurs, c'est une loi exponentielle. Ça s'étudie, ce sont des lois en fonction des composants, vous étudiez les lois. Alors, ce qui intéresse ici, c'est qu'ici, on a bien sûr un générateur suivi d'un interrupteur pour interrompre le circuit, suivi bien sûr d'une charge électrique qui est une résistance ici, qui est le consommateur. Voilà. Et donc le consommateur, j'aurais pu mettre une ampoule. J'aurais pu mettre une ampoule. Voilà. Et cette ampoule va s'illuminer si le circuit fonctionne correctement, et il s'illuminera beaucoup plus fort si le courant est beaucoup plus grand. La lampe s'allumera fortement si le courant est grand. Elle peut même claquer si vous dépassez la valeur de courant de l'ampoule. Donc l'ampoule permet de voir si on a une conduction électrique, ou une conduction qui est faible, ou une conduction qui est grande, en fonction de ce que va apporter le générateur. Donc c'est le générateur qui va apporter ce courant. Ce nombre, cette quantité d'électrons, c'est le générateur qui va voilà, apporter ce courant. Alors intéressons-nous donc au générateur. Qu'est-ce que c'est que le générateur? C'est tout simplement une pile. Enfin, vous pouvez prendre une pile ou une batterie. Voilà, généralement, une pile ou une batterie. Alors une pile ou une batterie est constituée de deux pôles. Toujours un pôle positif ou un pôle négatif. Bon. Donc c'est comme je vous ai dit ici, on a deux pôles. Alors cette pile, qu'est-ce qui circule? Si vous fermez le circuit, je vous ai dit que ce sont des électrons. Mais à l'intérieur, ce ne sont pas des électrons, ce sont des ions. À l'intérieur de la pile, puisque c'est une pile, ce sont des ions. Là, on a affaire à des ions. On a toujours deux polarités. Hein. Bon, voilà, vous avez par exemple une polarité ici et une polarité en bas. Vous avez toujours deux polarités, soit plus, moins. Voilà. Maintenant, on pourrait avoir deux polarités comme ceci. Par exemple, une batterie, plus, moins. Voilà. Alors,
Donc on a toujours deux polarités. Bon, généralement, ici, le plus il est ici et le moins est là, en bas. Bon, on a toujours deux polarités. Mais sachez qu'on a toujours des ions dans la pile. Dans la pile, on a des ions. Ce sont des ions. Donc vous voyez que là, on n'a pas affaire à un solide, mais on a affaire à un électrolyte. Un électrolyte liquide. On a affaire à un électrolyte liquide. Les piles, ce sont des électrolytes liquides. Mais attention qu'on peut avoir des électrolytes solides. Donc je vais m'intéresser ici justement aux solutions liquides qui sont conductrices et qui vont même servir, peuvent servir de, voilà, de générateurs électriques, puisqu'en fait ils peuvent générer, voilà, par des réactions d'oxydoréduction, voilà, générer des électrons sur base bien sûr d'ions. Voilà, on a d'abord des ions et puis on a quand vous faites des réactions redox, on a une réaction à un équilibre électronique et un équilibre ionique. On a d'abord des ions et puis en formation d'électrons. Voilà. Donc, ceci, la conduction des électrons se passe comme je vous ai montré. Donc, ce sont des électrons qui circulent dans le circuit. Maintenant, je vais voir la conduction des liquides. La conduction des liquides. Alors, comment se fait la conduction des liquides? Bon, pour les solides, je vous ai dit qu'il y avait les conducteurs, les semi-conducteurs et les isolants. Pour les liquides, on parlera d'électrolytes forts et d'électrolytes faibles. Voilà. Mais à côté de ça, il y aura ceux qui ne conduisent pas du tout. Et ceux qui ne conduisent pas du tout, ce sont les non-électrolytes. Voilà. Donc on peut avoir soit des électrolytes forts, des électrolytes faibles ou des non-électrolytes. Voilà comment ça se passe pour les liquides. Alors pour les liquides, à l'intérieur ça se passera comment? Eh bien, si on prend, je vais prendre un exemple. Je vais partir du NaCl. Alors, le NaCl, c'est ce qu'on appelle le chlorure de sodium. Bon, je vous dis tout de suite que le NaCl, ça n'existe pas. Le NaCl, le cristal NaCl n'existe pas. Puisque le cristal de NaCl, si je devais dessiner le NaCl, c'est un lapsus d'écrire NaCl comme ceci. Hein. Je l'ai tout de suite. Je vais vous expliquer pourquoi. Le NaCl, c'est ceci. C'est un chlore relié avec un Cl. Et là, on a une molécule de NaCl. C'est un atome de Na lié avec un atome de chlore. Et là, on forme le chlorure de sodium. Alors, je vais construire les cristaux NaCl. Mais pour ça, je vais aller chercher l'électronégativité. L'électronégativité du sodium est de 0,9, 0,90 et l'électronégativité du chlore, je crois que c'est de 25. Bon, je le dis de mémoire comme ceci, mais je vais bien aller voir le tableau. Le tableau de Mendeleev, je vais bien aller le voir parce que c'est vrai que bon, le sodium, c'est bien 0,90 et le chlore, ouais, le chlore, je m'excuse,
c'est 3,15. C'est la différence qui fera 2,25. 3,15. Ouais. C'est la différence qui fera 2,25. Je sais plus combien j'ai dit. 3,15. J'ai essayé voilà, de pondre quelque chose par mémoire, mais bon, ma mémoire n'est pas bonne, n'est pas aussi bonne que ça. Voilà, en fait, le 2,25, c'était la différence. Hein. 3,15 moins 0,9. Et normalement, ça doit faire 2,25. Normalement, c'est ça. Alors, je contrôle vite la machine. Voilà. 2,35. C'est 3,15, je m'excuse. 3,15 moins 0,9. 2,25, oui, c'est juste. Donc, c'est bien ça. Bon, le delta qui fait 2,25, donc on est supérieur à une norme qui est 1,7 ou certains disent 1,9. Hein. Quand vous êtes supérieur à 1,7 ou voire 1,9, certains prennent 1,9. Là, on a une liaison, ce qu'on appelle une liaison covalente. Je m'excuse, une liaison. Je m'excuse, c'est justement pas une liaison covalente, c'est une liaison ionique. Liaison ionique. Donc, ce qui veut dire qu'on a des charges. On a des charges, l'apparition de charges. Donc, on aura du Na+, et Cl-. Et là, donc, le NaCl ne s'écrit pas Na+, NaCl, mais Na+, Cl-. Donc, les cristals de sodium doivent s'écrire comme ceci. Parce que, pourquoi la molécule doit s'écrire comme ceci? La molécule doit s'écrire comme ceci parce qu'on a une liaison ionique. Voilà. La différence d'électronégativité surpasse voilà, une certaine, voilà, une certaine valeur. Et quand on a une différence d'électronégativité trop grande, ben, on a une liaison ionique trop grande, c'est par rapport à une valeur fixée qui est de 1,7 voire 1,9. Donc on a une liaison ionique. Bon, connaissant la liaison ionique, je vais créer le solide. Enfin, une partie du solide qui est une partie du cristal. Parce que bon, les cristaux, je ne vais pas dessiner plus de 2 milliards de cristaux. Hein. Bon, je suis incapable. Donc ici, ce que je vais faire, c'est de dessiner une partie du cristal. Une partie minimale. Une partie pour vous montrer comment ça va. Voilà. Alors, comment va cette le cristaux? Ben, on va créer des liaisons Na, Na+, Cl-. Des liaisons ioniques. Alors pour ça, je vais m'organiser pour avoir un carré ici. Alors je vais recopier bah, voilà, je l'ai déjà. Je l'ai déjà, mais ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Je vais effacer ça. Je m'excuse. Je vous ai ramené un truc qui n'était pas bon. Je vais le construire. Hein. C'est pas un problème. Ce que je vais faire, je vais le reconstruire parce qu'il n'était pas bon. Le A+, il n'est pas à sa place justement. Ouais, bon, ça ne va pas. Voilà, on a 5 Cl-, sur le plan de base. Une, deux,
3, 4 et un qui est au milieu ici. On va mettre ça comme ça. À la diagonale. Voilà, la diagonale de ce petit carré de face, composé des... Voilà, j'ai encore un Cl-. Bon. Vous comprenez que ça, ce sont les Cl-. Ce sont les atomes de Cl-. Bon, et on a la même chose derrière. Hein. Bon, le tout, il ne faut pas que je crée 1, 2, 3. Là-bas, je vais le mettre partiel parce que, bon, pour ne pas venir. Enfin, je vais essayer de le dessiner en partiel. J'en ai un qui est là-bas. Voilà. Et bien sûr, il y en a un qui est au milieu du carré que vous voyez ici. J'ai un carré là-bas derrière. Deuxième plan. Deuxième plan. Voilà. J'en ai un à la diagonale du carré. Voilà, qui va se trouver à la diagonale, comme ceci. Si je fais la diagonale entre lui et lui, il va se trouver, et bien sûr, et la diagonale entre lui et lui, l'intersection des diagonales, mais on va pouvoir situer un Cl- qui est là-bas. Voilà. Alors, je veux mettre les Na+. Na+, ils sont plus petits. J'en ai un là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc on a à chaque fois 5. Dans un plan, on a à chaque fois 5 Cl- et 4 Na+. Voilà, et je pourrais continuer comme ça. Hein. Bon, je pourrais replacer dans le plan arrière. Donc 5, 1, 2, 3, 4 quelque part par là, on ne le voit pas, et 5 qui serait voilà, au milieu. Puis vous remettez les 4 Na+, vous en aurez un là, un là, un là-bas, et un ici. Et ainsi de suite. Vous continuez comme ça, de la sorte, et vous avez le cristal. Le cristal. Bon. Alors moi, je vais m'intéresser au premier plan. Le premier plan qui est ici. Je vais le redessiner. Voilà, c'est celui-là qui m'intéresse. Je vais redessiner le premier plan. Donc c'est des milliards voilà, de combinaisons, d'imbrications, voilà, de cristaux comme vous avez vu. C'est pas qu'une petite partie comme j'ai fait, c'est vraiment des milliards, des milliards, des milliards, des milliards, des milliards de combinaisons de cristaux qui sont associés tels que je voulais vous montrer. Maintenant, je prends un plan et vous dire comment ça se passe. Donc là, il est solide, hein, puisque c'est un cristal. Alors, je mets mes mes atomes. Mes atomes chargés. Voilà, ce sont des atomes chargés. Et bien sûr, au milieu, je vous avais dit qu'il y avait voilà,
Ça, c'est tous je sais plus, les charges CL-. C'est toutes les charges CL-. Donc j'aurai CL- ici, CL- ici, CL- ici, CL- ici, et bien sûr au milieu il y a un CL-. Maintenant je vais mettre les autres, l'imbrication des Na+, 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 Na+. Donc là, les Na+, ont des charges élémentaires positives. Na+, 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 et ainsi de suite. Bon, et là, on va dire qu'il est... solide. J'ai mis que le premier plan pour donner quelques explications. Ah, il est composé de 5 charges négatives ici et 4 charges positives. Bon, mais là il est dans un état solide. Alors si je veux le rendre liquide, vous connaissez les courbes PT. Si je veux le rendre liquide, vous suivez la courbe PT. Alors vous pouvez changer d'état si vous changez soit de pression ou de température. Voilà. Donc dans un diagramme PT, température, je m'excuse, c'est la température. La pression est ici, la température. Vous connaissez le diagramme qui fait plus ou moins ceci. Là, on a le point triple, la courbe qui fait ceci, et ceci. Et là, on a le point critique. Alors là, c'est l'état, la zone d'état, le domaine de la zone d'état solide. Là, l'état liquide, et là, l'état gazeux. Là, vous comprendrez que c'est la sublimation. On passe de solide à liquide par une sublimation. Et là, on a les différentes phases de changement d'état en fonction d'une pression constante et d'une variation de température, ou inversement, hein, on peut avoir les changements d'état en faisant varier soit la température. Là, c'est une transformation isotherme. Je change d'état de gaz vers liquide. Supposons qu'on est là. On a une valeur PT ici. Pour changer d'état, on passe de gaz à liquide en augmentant la pression ici. Voilà. Donc on peut faire des changements d'état. Donc les changements d'état, on peut passer de solide à liquide, de liquide à gaz, ou de solide à gaz directement, ou de gaz à liquide, peu importe. Vous pouvez faire les transformations que vous voulez, en fonction d'un changement de pression de température. Bon, maintenant, sachez aussi que on peut rompre la structure ici. On peut rompre la structure ici, solide, en faisant interagir avec un soluté. Avec un solvant, je m'excuse. Avec un solvant. Donc, c'est-à-dire le faire rentrer en solution. Pour autant qu'il soit, on sache le dissoudre. Voilà. Il faut le faire rentrer. Si on sait faire rentrer NaCl, on sait le faire rentrer en solution, il n'y a pas de problème. Parce que, bon, on sait le dissoudre dans l'eau. Tous les éléments ne sont pas solubles. Bon, mais il s'avère que le NaCl est soluble dans l'eau. Une fois qu'il est soluble, je peux créer ce qu'on appelle une solution. Alors, la solution, c'est quoi? C'est un soluté. Dans ce cas-ci, c'est mon solide NaCl. Voilà, c'est un solide NaCl. Donc vous allez prendre du NaCl, voilà, du NaCl, avec une cuillère, bien sûr. Vous prenez avec une cuillère. Voilà. Et que vous versez dans un solvant. Généralement, le solvant, c'est de l'eau. En général, c'est pas toujours, mais bon, on peut avoir d'autres solvants.
Ben, en général, l'eau, le solvant, c'est l'eau. Donc un soluté plus du solvant. Et là, si vous mettez un soluté plus du solvant, là, celui-ci va se dissocier en ion. Donc le cristal ici va se dissocier, il va se casser, il va se rompre. Il va se rompre, on n'aura plus des cristals, mais des ions. Le cristal va se dissocier, on va rompre, non pas avec la pression et la température, mais tout simplement par un processus de dissolution où le solvant va justement venir casser cette structure voilà, cristalline. Elle va s'attaquer à la structure cristalline pour faire en sorte de faire en sorte d'avoir des ions. Alors comment va avoir lieu le processus? Eh bien, supposons que l'eau est là. Je vous ai dit qu'il fallait un solvant. Le solvant, il est là, c'est l'eau. Mais l'eau, en vérité, c'est de l'H2O. Donc, il contient déjà de l'oxygène et de l'hydrogène qui est positif. Il contient des molécules d'eau. Et ces molécules d'eau, ben, c'est des molécules d'oxygène, de l'oxygène, de l'oxygène, mais associées à de l'hydrogène avec un certain angle, bien sûr, bien déterminé. 108 ou 109, je ne sais plus combien. Voilà. Là, on a 2 hydrogènes. Mais suivant certaines positions d'angle. Là, on a 2 hydrogènes attachés pour former l'H2O. Bon, mais la particularité de ces 2 hydrogènes, c'est qu'ils sont positifs. Alors, on a voilà, un dipôle avec une charge négative pour positive pour l'eau, positive pour l'eau, et négatif pour l'oxygène. Donc on a un dipôle. On a un moment dipolaire qui est différent de 0. On a un moment dipolaire qui est différent de 0. Voilà, et qu'est-ce qui a trouvé le moment dipolaire? Je crois que c'est Debye. On lui a même attribué Monsieur Debye, on lui a attribué une unité qui est le Debye. Voilà. Alors, maintenant, ceci, il se trouve dans un bécher, par exemple. On va prendre avec de la cuillère que je vous ai montré. On prend avec de la cuillère. Ceci, on va le mettre dedans. Donc, dans l'eau, dans la solution de l'eau. Là, c'est le solvant. Et ici, on a le soluté. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Mais si on fait ça, je vais agrandir ou prendre tout simplement en prendre un. Voilà, ça c'est l'H2O. Je vais agrandir l'eau, enfin le bécher d'eau, pour montrer ce qui va se passer. Bon, je vais mettre un bécher comme ceci. Voilà. À l'intérieur, bon, on va mettre donc l'eau, les molécules d'H2O. Bon, elles prennent toutes différentes sens. Hein. Bon, elles ne sont pas forcément comme ceci. Elles ont différentes directions. Hein. Voilà. Voilà. Alors cette structure-là, je vais mettre les pôles. Là, le Cl- c'est du négatif. Oui, négatif. Cl- c'est du négatif.
Il est solide, hein, pour l'instant il est solide. J'ai pas encore mis dans l'eau. Je vais le mettre dans l'eau, mais je suis en train de mettre les charges, remplacer voilà, les CL- par les charges. Donc on a, dans ce plan-là, on a 5 charges négatives. J'ai pris qu'un plan pour vous expliquer. Bon, j'aurais pu mettre les autres plans, mais c'est pas le but de montrer exactement ce qui se passe, parce que bon, c'est des milliards voilà, de plans que l'on a comme ça. Donc avec un plan, si vous avez compris avec un plan, vous savez ce qui se passe en gros. Donc vous voyez que là on a des cristaux, un cristal ionique, donc avec l'apparition voilà, de petites charges électriques. Et donc quand vous allez le mettre, on va le mettre dans l'eau maintenant, au niveau solide, il est toujours solide, hein. Attention que là, il est solide. C'est un cristal solide. Il est toujours en tant que solide. Maintenant, allons le mettre à l'intérieur. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, bon, je vais le mettre comme ceci. Je le mets à l'intérieur de l'équipe. Bon, je vais agrandir bien sûr le récipient. Donc il est toujours solide pour l'instant. J'agrandis mon récipient. Parce que bon, j'ai pas de place pour la suite. Ça c'est mon récipient. Je vais aller jusque là. Ça maintenant, il est dans le récipient, avec l'eau. Il est dans le récipient, c'est le récipient. Eh bien, les moins ici, les plus ici, l'eau va venir ici, sur le plus. Plus c'est moins, ça tire. On aura l'interaction de charges positives et négatives. Celui-là, il va aller là. Celui-là, il va aller ici. Bien sûr, il faut que je le retourne, hein. Je dois le retourner. Je vais le redessiner, c'est pas un problème. Donc on a une charge négative ici. Et donc l'eau va interagir de cette façon-là. De manière à orienter le plus vers le moins. Voilà. Et ainsi de suite. Vous aurez compris que ça va se passer comme ça. Donc plus. Le plus s'oriente vers le... Voilà. Et là, on a le moins. Alors, je peux faire ça sur celui-là. Oui. Voilà. Et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, le solide va se briser. Parce que celui-là, il va attirer celui-là. Voilà. Celui-là, il va attirer celui-là. Donc, on a, si vous voulez, une rupture ici. Rupture des liaisons. C'est ce qu'on appelle, voilà, c'est un processus de dissolution. Et bien sûr, il va peut-être attirer, mais il va l'arracher aussi. Donc il va l'arracher comme ceci. Voilà. Mais quand, en l'arrachant comme ceci, il y a des autres molécules d'eau qui vont s'en approcher. Donc maintenant, on va voir ceci. Donc on a la charge négative Cl-. On a le Cl-.
c'est une charge négative. Voilà, ça c'est le Cl-. Tout autour va se trouver, ça c'est le négatif du Cl-, c'est le Cl- qui est négatif, et tout autour va se retrouver des positifs. Donc ils vont isoler sur la charge négative. Ils vont isoler la charge négative. À un point tel que, voilà, il ne sait plus faire de, il ne sait plus se remettre avec, il ne sait plus se remettre avec, avec un Na+. Là, on aura bien sûr, enfin ça c'est le moins, je m'excuse, ça c'est le moins de l'oxygène, ça c'est au moins, au moins, au moins, au moins, au moins, mais bien sûr vous avez les H qui sont positifs, plus, 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 voilà. Donc on a C. Donc ce qui va se passer, ça, c'est ce qui va se passer avec celui-ci aussi. Il va arracher, donc il va être arraché, hop, voilà, pour former ceci. Alors, je vous dirais que vous avez compris le jeu, ben, il y aura la même chose ici avec celui-ci. Pour avoir ceci. Alors maintenant, mon récipient, je vais l'agrandir, parce que bon, vous supposez que tout mon écran, c'est le récipient. Donc je vais enlever mon récipient. Tout mon écran, c'est le récipient. Pour faire de la place, parce que c'est pour pouvoir expliquer. Voilà, je ne peux pas mettre un récipient trop petit, parce qu'après, je ne sais plus expliquer. Voilà, mon récipient est beaucoup plus grand. On est au sein du récipient. Voilà. Donc il va se passer ça avec les 5 négatifs. Les 5 négatifs avec celui-ci, celui-là, celui-là. Voilà. Donc on aura, si vous voulez, 5 fois ceci. On l'aura 5 fois. Voilà. Alors maintenant, l'eau va s'occuper des charges positives qui sont les Na+. Les Na+, il y en a 4. Alors, je vais vous montrer qu'est-ce qui va se passer avec ceci. Eh bien, vous allez avoir, je vais redessiner le Na+. Voilà un atome de Na+. L'eau va se charger, cette fois-ci, en présentant son moins, comme ceci. Pourquoi? Parce que le Na+, il est positif. Le Na+, est positif. Voilà. Et l'oxygène va présenter son moins parce qu'il est attiré par le plus est attiré par le moins. Voilà, et il va présenter ses charges de cette manière-là. Et là, de cette manière-là, il y a une extraction de chlore, une extraction de sodium, et isolés, ils sont isolés. Voilà, et là, on a le plus qui est là. Donc, et si je continue de la forme, les autres molécules d'eau vont arriver pour se mettre tout autour. Voilà, on a tout du moins qui vont entourer le plus. On va avoir du plus ici. Ça, ce sont les oxygènes.
les oxygènes, les hydrogènes, excusez, les hydrogènes qui sont positifs. Voilà. Alors ce processus va être fait pour celui-là. Pour celui-là, donc pour les 4 chlore. Pour les 4 chlore, on va voir apparaître ceci. Voilà, on aura un phénomène qui va donner ça plus ou moins, en gros. Et ça, c'est ce qu'on appelle donc une solvatation. Et si, ça c'est le processus général d'une solvatation. Alors si maintenant on a affaire à de l'eau, comme ici dans le cas-ci, j'ai pris de l'H2O, on a affaire à une hydratation. Bon, et solvatation, c'est un mot plus général pour différents types de molécules. Mais ici, quand il s'agit purement et simplement d'eau, on a ce qu'on appelle une hydratation. Hydratation. Voilà. Alors maintenant, vous avez vu que, bien sûr, il va rester des molécules d'eau. Hein. Bon, j'ai pas dit qu'il ne restera pas des molécules d'eau. Il va rester de l'eau. Il va rester des molécules d'eau en présence. Il peut rester des molécules d'eau dans la solution. Bon, c'est pas ça qui va changer. Voilà. Il reste des molécules d'eau. Hein. Bon, alors, donc là, on a ce qu'on appelle un ion chlore hydraté. Voilà. Et là, on a un ion sodium hydraté. Voilà. Donc on a eu une décomposition, si vous voulez, c'est la théorie d'Arrhenius-Ostwald, décomposition en solution aqueuse du composé Na plus Cl-. Donc maintenant, si je devais écrire l'équation va s'écrire de cette manière-là. Au départ, on avait, avant d'introduire dans le solvant, on a du Na+. L'équation s'écrira non pas NaCl, parce que je vous ai dit que NaCl n'existe pas, plus H2O, va donner, alors si on a une dissociation complète, on a une flèche qui fait ceci. Mais si on a une dissociation partielle, on aura ceci. Bon, alors je peux vous dire ici que le sel, c'est un électrolyte fort.
Donc il va se dissocier complètement. Ou proche de 90%, mais en tout cas proche de 100%. Proche de 100%. Donc ce qui veut dire qu'on a une dissociation quasi complète. Donc Na+, Cl-, NaCl est un électrolyte fort. Donc ici on a Na+, c'est le cristal, hein, ici c'est le cristal. Na+, Cl-, plus H2O va donner là du Na+, plus Cl-, et là c'est Na+ hydraté, Cl- hydraté. Voilà. Alors maintenant, s'il ne se décompose pas à 100%, on va retrouver du NaCl-, comme ceci, qui n'est pas hydraté. On va en retrouver dans la solution s'il n'est pas 100% décomposé. Alors, la décomposition dépendra du degré d'ionisation. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ionisation. C'est une ionisation. Et toute substance en solution aqueuse, la plupart des substances en solution aqueuse font ceci. Et donc donnent, si vous voulez, des ions en solution aqueuse. Et dès le moment où vous avez des ions, eh bien, quand vous avez des ions, plus il y aura d'ions, et plus vous pourrez créer des électrons. Et donc là, la solution sera d'autant plus conductrice si on a beaucoup d'ions dans la solution. Et plus on a des ions, plus il va créer des électrons. Et plus la solution sera conductrice. Voilà. Donc, pour ça, il faut qu'on ait un électrolyte. Parce que si on a un non-électrolyte, il n'y aura pas de conduction électrique. Alors, on peut faire un circuit électrique, comme tout à l'heure. Je peux le faire à la va-vite. Voilà, je mets une pile. Ici, c'est déjà une pile, hein, c'est déjà une solution conductrice, un électrolyte. On a un électrolyte fort, généralement. Voilà, on ferme l'interrupteur. Là, à ce moment-là, je peux mettre dans une solution aqueuse. Voilà, une solution aqueuse avec 2 électrodes. Et là, je peux mettre une ampoule ou un galvanomètre. Voilà. Et là, plus l'ampoule va s'illuminer, et plus on a affaire à un électrolyte fort. C'est-à-dire que là, on a une bonne conduction d'électrons. Alors, qu'est-ce qui va circuler? Ce sont des électrons en dehors du circuit parce que c'est solide. En dehors du circuit, tout est solide. Mais là où il y a des liquides, je pense, je pense à la pile ici. Je pense à la pile. Là, il y a des ions. Il y a des ionisations. Où il y aura des ionisations, ben là, il y aura une forte ionisation parce qu'il s'agit d'une pile. Généralement, les piles, il y a une forte ionisation. Donc, on a des ions à l'intérieur qui va créer le passage d'électrons dans la partie solide. Dans la partie solide, on aura des électrons qui vont circuler, bien sûr, du moins vers le plus. Du moins vers le plus. On a circulation d'électrons. Bien sûr, là, c'est solide, c'est une ampoule. Il y aura des électrons. Par contre, ici, on a des ions. Voilà. Et plus on aura des ions ici, et plus la solution sera fortement conductrice. Et donc l'ampoule s'éclairera d'autant plus. Voilà. Mais on pourrait mettre un galvanomètre, hein, c'est-à-dire un ampèremètre qui mesure un microcourant, voilà, ici en série sur le circuit. Alors la quantité d'électrons, c'est le courant électrique. Donc vous voyez que la conduction sur un solide n'est pas la même chose que la conduction sur un liquide. Alors, on parlera d'électrolyte fort quand l'électrolyte conduit très bien, et d'électrolyte faible quand l'électrolyte conduit faiblement. Et de non-électrolyte quand non-électrolyte quand il ne conduira pas donc le courant électrique. Voilà. Alors, je vous rappelle que la molécule d'eau est une molécule polaire, c'est-à-dire que son moment dipolaire est différent de 0. Hein. Voilà. Alors maintenant, le tout c'est de voir qu'est-ce qui est composé dans les solutions aqueuses, qu'est-ce qui est composé électrolyte et qu'est-ce qui est un non-électrolyte. Généralement, on peut faire un petit tableau. On peut faire un petit tableau. Et bon, je vais vous montrer quelques électrolytes forts par après, mais bon, on peut faire un petit tableau dans lequel on peut mettre les solutions aqueuses.
Alors dans les solutions aqueuses, ben, on peut avoir bien sûr les solutions électrolytes. Et les solutions non électrolytes. Voilà, et que dans ces solutions électrolytes, on peut avoir des composés ioniques, mais on peut avoir certains composés covalents aussi. Ah, et dans les composés, solutions non électrolytes, ben, on retrouve les composés covalents uniquement. Alors, dans les composés ioniques, ben, on peut retrouver bon, des hydroxydes et des sels. Voilà. Et dans certains composés covalents, on retrouve des acides, bases, des acides et des bases hydroxydées. Non hydroxydées, je m'excuse. Non I. Ouais, c'est pas des OH, hein, je m'excuse. Non hydroxydées. Quoi qu'on va voir, hein, on va voir. Bon, ça, je vais voir un petit peu. Donc, on a les bases non hydroxydées et des acides, bien sûr, et des acides. Voilà. Et donc, on peut avoir ce schéma-là. Bon, si vous avez une solution aqueuse, une solution électrolyte, et bien sûr, la lecture se fait du haut vers le bas. Solution aqueuse, on a les solutions soit électrolytes. Si on prend une solution aqueuse, ben, on peut avoir des solutions électrolytes ou non électrolytes. Et à partir de là, ben, on a les composés ioniques et certains composés covalents. Et là, on a uniquement des composés covalents. Oui, ici c'est composé, pas composant. Je ne sais pas pourquoi j'ai marqué composant. C'est composé. Voilà, composé covalent, uniquement. Et bien maintenant, on va aller voir un petit peu ce qu'il en est des électrolytes et des acides forts et les bases fortes.
Alors pour ça, je vais aller sur le site Wikipédia. Qu'est-ce qu'ils disent concernant les électrolytes? Un électrolyte est une substance conductrice. Ben, ça, vous le savez, parce que c'était le but de la manœuvre, de vous expliquer la conduction au niveau des liquides. Attention qu'on peut avoir des composants solides, des composés solides, mais ce sera surtout basé sur des composants électrolytes liquides. Alors, un électrolyte est une substance conductrice car elle contient des ions mobiles. Ben, oui, justement, je vous ai expliqué que la conduction au niveau liquide, solide, était basée sur base d'électrons, de circulation d'électrons. Par contre, pour un électrolyte liquide, ben, on a des ions au sein de l'électrolyte qui, lui, va fabriquer par des réactions d'oxydoréduction, par échange d'électrons, ben, des électrons. Et là, les électrons pourront circuler dans la partie, tout ce qui est partie solide, c'est-à-dire tout ce qui est le fil conducteur, voilà, ou les électrodes, ou voilà, s'il y a une résistance électrique ou une ampoule, peu importe tout ce qui est solide, mais ce sont des électrons qui passeront à l'intérieur. Par contre, à l'intérieur de la solution, on aura des ions qui vont fabriquer des électrons. Voilà. Alors, c'est pas le même concept. L'électron va circuler à la vitesse de la lumière dans le fil conducteur. Par contre, les électrons auront une certaine mobilité. Les ions auront dans la solution une certaine mobilité, voilà, qui n'est pas la mobilité de celle des électrons. Voilà. Donc un électrolyte est une substance conductrice car elle contient des ions mobiles. Voilà. Il y a une certaine mobilité des ions. Il existe des électrolytes liquides et solides. Je vous l'avais dit, mais ici, moi, je me caractérise plus la chose sur les électrolytes liquides. Les électrolytes liquides sont des électrolytes aqueux dans lesquels les ions proviennent d'un sel soluble. Voilà. Donc c'est ce que je vais dire. Bon, si vous prenez des électrolytes liquides, sont les électrolytes aqueux. Donc on a en solution aqueuse, c'est-à-dire que on va avoir une décomposition. Le sel va être solubilisé à travers de l'eau. C'est l'eau qui va attaquer le cristal pour solubiliser, comme je vous ai montré tout à l'heure, solubiliser et casser la structure cristalline du sel pour le rendre ionique. Et cette phase-là, si on met de l'eau en solution aqueuse, ça c'est synonyme de d'eau, qui dit eau, dit hydratation, phénomène d'hydratation. Donc les électrolytes liquides sont les électrolytes aqueux dans lesquels les ions proviennent d'un sel soluble. Bien sûr, il faut qu'il soit soluble, parce que sinon, s'il est insoluble, ça ne se produira pas, ce phénomène-là, vous l'aurez compris. Et les sels fondus. Bon, les sels fondus qui ne sont constitués que d'ions. Bon là, il n'y a pas besoin de le fondre, il n'y a pas besoin de le solubiliser, parce qu'il est déjà fondu. Il a déjà ses ions. On a des sels ioniques. Voilà. Sels fondus qui ne sont constitués que d'ions. Les électrolytes solides sont des cristaux dans lesquels certains ions sont mobiles, ou des polymères comme ceux utilisés dans les membranes échangeuses d'ions. Alors, ici, vous explique, par exemple, le sel, c'est ce que je vous ai pris, le sel de table qui est le chlorure de sodium, NaCl, chlorure de sodium, qui se dissocie en ions lorsque solubilisé dans l'eau. Une substance non électrolyte ne conduit pas le courant électrique. Je vous ai parlé des électrolytes et des non-électrolytes. Alors, les non-électrolytes, c'est ceci. Alors, vous comprenez que les solutions non-électrolytes ne conduisent pas le courant, fatalement. C'est ce qu'ils vous disent ici. Donc là, une substance non électrolyte ne conduit pas le courant électrique une fois dissoute dans l'eau. Par exemple, il vous parle du sucre. Le sucre, comme le glucose, ne se dissocie pas en ions une fois solubilisé dans l'eau. Voilà. Alors, ils vous disent qu'un courant est ainsi généré lorsqu'une charge est en mouvement. Donc une charge, c'est un électron. Mais c'est des milliards d'électrons qui passent dedans. Hein. C'est la quantité d'électrons qui fait le courant. Je vous l'avais dit tout à l'heure. Traditionnellement, l'électricité est générée par le mouvement des électrons. Ça, c'est sur un solide. Le même principe s'applique ici, mais au lieu d'avoir des électrons en mouvement, ce sont des ions d'une solution. Attention que les ions ici, c'est à l'intérieur de la solution.
Parce qu'en dehors de la solution, ce sont des électrons. Si vous fermez un circuit, c'est des électrons qui circulent. Hein. On aura des ions mobiles dans la solution, mais qui vont donner, par réaction d'oxydoréduction, des électrons. Donc, si vous regardez bien les réactions d'oxydoréduction, pour les équilibrer, il faut une réaction ionique, un équilibre ionique et un équilibre électronique. Pas confondre un équilibre ionique et un équilibre d'électrons. Ça n'a rien à voir. Voilà, donc, mais dans une réaction redox, il faut équilibrer les ions et équilibrer les charges, qui sont les électrons. Une solution électrolytique est une solution contenant des ions. Elle conduit le courant électriquement neutre. La solution électrolytique aqueuse est obtenue en dissolvant une substance appelée soluté dans de l'eau. Une solution électrolytique organique, là à ce moment-là c'est la matière organique, est une solution conductrice qui contient des molécules carbonées, parce que c'est organique, hein, c'est de la chimie organique, mais qui contient aussi différents minéraux. Voilà, et ça, c'est ce qu'on appelle une solution électrolytique organique, qui contient du carbone, mais aussi des minéraux. Alors, historique, c'est le phénomène de dissociation électrique, dont la théorie a été formulée par Svante August Arrhenius, mais aussi par Oswald, il y a Oswald, hein, il n'y a pas que lui, en 1887. Bon, je peux vous montrer qui c'est Svante Arrhenius, c'est ce monsieur, qui était un Suédois. Hein. D'ailleurs, je me demande s'il n'a pas eu le prix Nobel. Si, prix Nobel de chimie en 1903. Voilà. Alors, cette théorie fut complétée par Gilbert Newton Lewis. Bien sûr, elle a été perfectionnée par Peter Debye, par Eric Huckel, qui explique la conductibilité électrolytique. Voilà. Cette théorie fut complétée par Gilbert Newton Lewis. Alors, ions, composés ioniques. Les atomes et les molécules sont électroniquement neutres, ça vous le savez bien, mais ils peuvent être transformés en particules chargées électriquement appelées ions. Donc, la matière est constituée soit d'atomes ou d'ions, soit d'atomes électriquement neutres qui forment les molécules, soit d'ions composés de charges. On a une charge, voilà, l'atome est neutre, la molécule elle est neutre, mais les ions contiennent une charge, une ou plusieurs charges positives ou négatives. Et c'est ça qui va faire l'électricité, c'est ces charges-là. Voilà, c'est ces charges-là qui vont créer, les ions qui vont créer les électrons. Ces ions proviennent d'une substance dissoute dans l'eau qui s'est dissociée en cations et en anions. Alors les cations, ce sont les ions positifs, les anions sont les ions négatifs. Alors, dissociation électrolytique des substances en solution. Un électrolyte faible, généralement, quand on fait le calcul de pH, il faut savoir si on a affaire à un électrolyte fort ou faible. Voilà. Pour déterminer la façon de calculer le pH. Un électrolyte faible est une substance qui se dissocie partiellement dans l'eau, donc on n'aura pas une réaction complète, donc on aura une réaction partielle. La solution elle-même porte le nom d'électrolyte faible. Les acides faibles, comme l'acide acétique, c'est un acide faible, ce qui est le vinaigre, hein, dont seulement environ 1% des molécules se dissocient dans l'eau pour former des ions. Donc 1% se dissocie. Donc vous voyez que 1% de dissociation, c'est un électrolyte faible. Voilà. On aurait pu penser que c'est un non-électrolyte. Mais non, malgré qu'il se dissocie de 1%, on considère comme un électrolyte faible. Alors, ce sont des électrolytes faibles puisqu'ils ne sont pas totalement ionisés. Voilà. Il y a aussi quelques sels qui forment des électrolytes faibles, mais généralement, les sels sont forts. Ils sont considérés comme forts. Alors, il vous donne un exemple d'un électrolyte faible qui est un sel. Voilà, alors que tout à l'heure, je vous ai dit que les sels étaient des composés. Voilà. Généralement, les sels, ils sont forts. Mais ici, le chlorure de mercure, qui est l'HgCl2, HgCl2, chlorure de mercure ou le chlorure, enfin le chlorure mercurique, ou le chlorure de mercure 2, il se s'ionise que partiellement en solution aqueuse. Bon, mais généralement les sels ils sont forts, mais c'est bon, c'est un sel faible. Voilà, un électrolyte faible. Contrairement à un électrolyte faible, l'électrolyte fort s'ionise, se dissocie presque totalement, peut-être 90%, 99%, voilà. À partir de 90%, on peut dire qu'il est fort. Voilà, la solution elle-même porte le nom d'électrolyte fort.
La différence entre un électrolyte fort et un électrolyte faible se rapporte donc au degré de dissociation des substances dissoutes dans l'eau. Le tableau suivant présente les différentes familles d'électrolytes. Alors les acides forts, les acides inorganiques, on a l'acide perchlorique HClO4, l'acide nitrique HNO3, l'acide sulfurique H2SO4, l'acide chlorhydrique HCl, l'acide bromhydrique HBr, l'acide iodhydrique HI, l'acide chlorique HClO3 et l'acide bromique HBrO3. C'est tous ceux qu'on retrouve tout au-dessus, voilà, de l'échelle dans les constantes de dissociation des acides, mais vous les retrouvez tout en haut avec un pKa, je veux dire, très négatif. Très négatif. Voilà, avec un pKa très négatif. Bon, si je prends HI, son pKa vaut moins 11. HBr, son pKa vaut moins 9. HClO4, son pKa vaut moins 8. HCl, son pKa vaut moins 7. Voilà, et ainsi de suite. On peut aller jusque l'H3+. Hein, là, on peut faire une limite. Voilà, quoique HNO3 est considéré comme acide fort. Hein. Voilà. Donc, si vous faites une limite pour vous savoir, H3+, vous retenez que H3+, hein, il est fort. Voilà. Et le pKa de H3+, il vaut moins 1,74. Et qu'on peut en mettre encore quelques-uns en dessous. Hein. Par exemple, HNO3, il est juste en dessous de H3+. Mais vous fixez une limite. Tout ce qui est pKa tout au-dessus du tableau, c'est fort. Voilà. Alors, les bases fortes, là, dans les inorganiques, on trouve l'hydroxyde alcalin et hydroxyde alcalinotéreux. Les sels, la plupart, vous voyez que la sel, c'est la plupart qui sont forts. Il y a des exceptions, par exemple, le chlorure mercurique, HgCl2, HgCl2. Voilà. Donc la plupart des sels sont forts, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, les électrolytes faibles, beaucoup d'inorganiques, l'acide sulfureux, H2SO3, acide carbonique, H2SO3, acide borique, H3BO3, acide sulfhydrique, H2S, la plupart des organiques. Les bases faibles, l'ammoniac, NH3, la plupart des organiques. Voilà, et les sels faibles, les bromures, les iodures, les cyanures, les thiocyanates de mercure, le zinc et le cadmium. Voilà, et ça, c'est un petit tableau que vous pouvez, je veux dire, mettre en votre possession pour savoir qu'est-ce qui est fort, qu'est-ce qui est faible. Parce que bon, parfois on ne sait pas toujours qu'est-ce qui est fort, qu'est-ce qui est faible. Voilà. Si vous devez calculer un pH, est-ce que là, vous avez un pH d'acide fort ou d'acide faible à calculer? La première des choses à savoir, c'est ça. Donc, si vous ne savez pas quelle substance, si elle est forte ou faible, c'est pas la peine de faire le calcul du pH, il ne sera pas bon. Voilà. Alors, conductivité électrique. L'image représente un appareil qui sert à démontrer la conductivité électrique des solutions. En utilisant cet appareil, on peut démontrer que les solutions aqueuses de certaines substances sont conductrices ou non d'électricité. Il s'agit de placer deux électrodes dans une solution X. Lorsque le circuit est fermé, la lumière reste éteinte si la solution ne conduit pas le courant, et elle s'allume si elle laisse passer le courant. L'intensité lumineuse varie en fonction de la force de l'électrolyte. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Cette expérience-là, je l'ai faite tout à l'heure. Voilà. Alors, les électrolytes naturels, certains électrolytes sont dits naturels. Dans le corps, hein, c'est dans le corps humain, sont dits naturels. En effet, certains électrolytes sont présents dans l'eau, dans le réseau sanguin. On parle d'électrolytes sanguins. D'autres sont présents dans la sueur, car elles contiennent des éléments électrolytes comme le potassium. Les électrolytes jouent donc un rôle très important dans notre organisme. Ils en assurent le bon fonctionnement. Chacun de ces électrolytes a une fonction distincte et se retrouve à différents endroits, tels que le plasma sanguin ou le liquide interstitiel, voilà, interstitium, hein, voilà, qui a une composition proche du plasma sanguin. Alors le liquide interstitiel remplit l'espace entre les capillaires sanguins et les cellules. Voilà, et il échange, si vous voulez, il facilite les échanges de nutriments et de déchets entre ceux-ci. Voilà, et les principaux électrolytes, les électrolytes les plus notoires sont la saumure, solution aqueuse et sel alimentaire NaCl. Historiquement, le premier électrolyte utilisé dans la pile de Volta en 1800. La solution d'acide sulfurique utilisée dans les batteries de plomb
de voitures, de véhicules, hein, bien sûr. Les solutions de potasse 5 à 8 molaires utilisées dans les batteries alcalines de type nickel-cadmium ou nickel voilà, NMH. Les solutions LiPF6 dans des mélanges de solvants organiques de type carbonate utilisés dans les batteries lithium-ion. Les solutions de sulfate de cuivre, de zinc ou de nickel en milieu acide sulfurique utilisés pour des revêtements électrolytiques anodes solubles. Alors, anode soluble, ça veut dire que c'est une anode attaquable. Hein. Elle est attaquable, elle va être attaquée puisqu'elle va être solubilisée. Alors, les sels fondus à base d'alumine et de cryolite utilisés pour l'électrosynthèse de l'aluminium, pour la production de l'aluminium par électrolyse. Voilà. Donc, vous aurez compris que une substance peut être conductrice ou pas, ou faiblement conductrice, ou non conductrice. Voilà. Je vous remercie.